Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous. Au programme, une révolution. Voilà, il y a eu un petit moment de silence parce que j'assume le mot, c'est une révolution alimentaire. Vous en avez déjà entendu parler, la viande sans viande. Peut-être que vous en pensez beaucoup de mal. N'empêche que c'est une filière industrielle qui démarre aujourd'hui en France. Donc on va vous raconter ça et puis on va essayer de vous convaincre que il y a de la place pour tout le monde. Voilà, c'est ça le sujet. Et puis ensuite, alors c'est un phénomène, vous allez dire, oui on utilise son mobile. Tu parles d'une nouvelle. Non. Ce qui s'est passé pendant le confinement et ce qui continue à se passer maintenant, c'est que le mobile a encore gagné en termes de territoires d'activité qui sont aujourd'hui prioritairement effectués sur le mobile. Donc ça aussi, on va vous le raconter avec un entrepreneur. C'est parti. On démarre donc avec Cédric Meston, cofondateur des Nouveaux Fermiers. Bonjour Stéphane. Donc c'est pas de la viande que j'ai là. Et vous me dites, donc j'ai une petite boîte que vous m'avez faite là qui est absolument géniale. J'ai des aiguillettes de poulet. Exactement. C'est de la viande végétale. Donc c'est des aiguillettes végétales. Je vais goûter moi les aiguillettes de poulet. C'est sidérant. Ça vous plaît? C'est sidérant. Alors c'est uniquement des végétaux et ça va être du soja. Avec des arômes naturels. Mais la texture, mais c'est sidérant. C'est l'objectif. L'objectif, c'est des nouvelles technologies. On a déposé 3 brevets pour faire ce type de produit. Et l'objectif, c'est vraiment de recréer le goût, l'odeur, la texture de la viande uniquement à partir de végétaux. C'est cuisiné par qui? Parce qu'il y a quand même la qualité. Oui, non, mais c'est là où ça veut dire que votre ingrédient, ça vaut le coup de le cuisiner en plus. Oui. Donc là, c'est des bons ingrédients qui sont cuisinés par Éric Bouchenoir, qui est le chef exécutif des restaurants Joël Robuchon. Et ça vient d'un restaurant qui est à côté, qui est le Dassaï. Et lui, chef cuisinier d'un grand restaurant, comment est-ce qu'il accueille justement l'ensemble de ces innovations? On va parler ensuite de l'enjeu industriel et fondamentalement, moi je pense du projet politique que vous portez. Comment est-ce qu'il accueille ces innovations incroyables? Mais écoutez, la première fois qu'on l'a rencontré, c'était il y a plusieurs mois, il avait un sac avec marqué Meat Lover dessus, fan de viande. Et honnêtement... Et parce qu'il savait qu'il allait vous rencontrer, c'était une forme de provoque. Il était plutôt pessimiste sur les produits et il a été impressionné la première fois qu'il les a testés. Et depuis progressivement, donc il les a mis à la carte de ses restaurants et maintenant même il nous accompagne sur le développement de nouveaux produits. Votre sujet, il y a combien de temps est-ce que vous avez lancé les Nouveaux Fermiers? Donc nous on s'est lancé il y a à peu près 2 ans. Ouais. L'objectif c'était environnemental, c'est la viande, c'est 15% d'émissions de carbone en France et nous nos produits réduisent par 11 les émissions de carbone à chaque fois qu'on les consomme. Alors j'ai même, il y a des chiffres qui volent dans tous les sens, mais je crois, sans dire trop de bêtises, qu'à peu près 2/3 des terres agricoles aujourd'hui sont occupées peu ou prou pour la viande, que ce soit pour l'élevage ou pour nourrir l'ensemble des bovins, parce que c'est surtout les bovins qui prennent de la place. C'est ça, hein? Absolument. Un exemple, c'est le soja. Le soja, 95% des terres agricoles du soja sont utilisées uniquement pour nourrir le bétail. Je reprends un peu de votre poulet là. En termes de qualité nutritive, c'est l'équivalent de ce que je pourrais avoir en termes de protéines si je mangeais du poulet? D'un point de vue nutritionnel, on retrouve les mêmes apports nutritionnels que la viande. On a un produit qui est riche en protéines, avec 20% de protéines, et qui est très faible en gras saturés. On a moins de 1% de gras saturés dans ce produit. C'est parfait pour les sportifs. Encore, parce que déjà le poulet, pardon les amis, je parle la bouche pleine. Parce que déjà le poulet est très très bon en termes de, pour les sportifs, etc. Donc c'est encore meilleur finalement. On est un peu mieux. Derrière, donc si vous êtes là, maintenant c'est que vous lancez un outil industriel. Absolument. Donc racontez-moi un peu l'histoire et du développement, de ce que vous voulez faire en termes de filière industrielle autour de cette viande sans viande. Absolument. Donc nous on s'est lancé il y a un peu moins de 2 ans. Donc au début, on a fait de la R&D pour mettre au point ces produits. Ces produits, pour vous donner un exemple, c'est un peu comme quand on fait de la mousse au chocolat et qu'on ne sait pas qu'il faut battre des blancs d'œufs en neige. C'est ce type un peu d'innovation qu'il a fallu trouver. Et d'abord, on l'a fait en laboratoire, donc pour faire 1, 2, 3 kilos de chaque produit. Et une fois qu'on a réussi à les faire en laboratoire, le challenge était de les reproduire à l'échelle industrielle, et donc en faire 2, 3, 4 tonnes par jour. Donc là, progressivement, on est passé de quelques kilos à quelques centaines de kilos. Et là, seulement depuis 2 semaines, on a réussi à passer au stade industriel avec des productions de 6 tonnes par jour dans notre usine qui est en France. Ça veut dire que vous ne reprenez pas, parce que on a vu, il y a, je crois notamment d'ailleurs, une boîte américaine qui s'est cotée en bourse sur cet appétit, c'est le cas de le dire, pour la viande sans viande. Vous ne reprenez pas des procédés qui sont déjà brevetés par d'autres. Exactement, nous on a des nouveaux procédés, et nous les procédés on les a fait sur l'aspect santé. On est les premiers à avoir un produit qui est sain, c'est-à-dire avec très peu de gras saturés.
À la différence de la plupart des acteurs, on va utiliser du gras non saturé et de l'huile de tournesol. Comment il s'appelle? Beyond Meat, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça, Beyond Meat. Ils sont beaucoup plus avec du gras saturé, c'est ça? Oui, ils vont utiliser plutôt de l'huile de coco. En fait, la plupart de nos concurrents utilisent du gras de coco, parce que le gras de coco est riche et a une température de fusion de 60 degrés, ce qui fait que quand il refroidit, il va avoir une caractéristique pâteuse, qui se rapproche du gras de la viande. Nous, on a uniquement utilisé de l'huile de tournesol. Super intéressant, parce que ce que vous me racontez comme mécanique, c'est exactement l'huile de palme pour le chocolat. Absolument. C'est exactement ça. Absolument. Voilà. Et donc ça veut dire que vous devancez déjà finalement ce qui viendra peut-être à un moment. On dira qu'il faut enlever le gras de coco comme il faut enlever l'huile de palme. Absolument, absolument. Parce qu'il est mauvais pour la santé, également pour l'environnement. Souvent, il vient de pays asiatiques, et donc il détruit la culture. Alors justement, l'organisation de consommateurs qui fait, c'est des gens sérieux d'ailleurs. Hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Vous avez vu un petit peu, ils ont fait une enquête. D'ailleurs, dans leur avis, c'est assez intéressant parce que c'est assez sérieux. Ils disent qualité nutritionnelle, c'est irréprochable. En revanche, ils disent on manque de transparence sur les additifs, sur l'origine du soja d'abord et sur l'ensemble des additifs. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Alors nous, deux choses. Tout d'abord sur le soja, notre soja il vient d'Europe, il est sans OGM. Et nous, comme tous nos ingrédients, on est uniquement avec des ingrédients qui sont européens et on travaille sur tous les rendre uniquement français. Notre objectif, c'est que d'ici 6 à 12 mois, on soit uniquement avec des ingrédients locaux français pour avoir des produits qui soient fabriqués en France uniquement à partir de l'agriculture française. Bon, alors maintenant, l'outil industriel, l'usine. Moi, je vais être très franc. Comment est-ce que, là, en termes d'investissement, d'abord, ça représente quoi? Donc nous, on a levé 3 millions d'euros en début d'année. Mais on fait pas une usine avec 3 millions d'euros, il faut exactement. plus que ça. Oui. Très bonne question, très bon point. Ouais. En fait, on travaille avec un partenaire industriel, donc on a co-investi sur la ligne de production. Donc ce qui fait que l'ensemble de c'est pour ça qu'on a pu le faire avec pas trop de fonds, et c'est aussi ce qui nous a permis d'aller assez vite, parce qu'on a bénéficié du coup d'une usine qui était déjà aux normes réglementaires pour produire des denrées alimentaires. Qui produisait quoi cette ligne de production? Alors malheureusement je peux pas communiquer sur Mais alors d'ailleurs j'ai vu localisation confidentielle. Absolument. De l'usine. Pourquoi vous avez peur de quelque chose? Alors oui, en fait on a déposé des brevets qui sont la source de notre entre guillemets avantage concurrentiel et le fait qu'on a des très bons produits qui soient très sains. Et ces brevets, tant qu'ils sont pas publiés, quelqu'un qui va sur le site pourrait... Quelle histoire! Notre secret industriel, donc on reste confidentiel pendant encore quelques mois. En termes d'approvisionnement, non, vous allez monter tranquillement en puissance, donc l'idée c'est de faire 10 tonnes par jour, c'est ça, hein? C'est ça, absolument. Pour l'instant on fait 6 tonnes et on sait qu'on va monter jusqu'à 10 tonnes progressivement. Je sais pas ce que ça représente, 10 tonnes par jour, en termes de... Tout ça c'est dans des boîtes que vous vendez? Ça fait de l'ordre de 100 000 steaks. Ça fait de l'ordre de 100 000 steaks. Ouais. Et ça fait quel chiffre d'affaires, ça, à peu près? Ça fait, sur le chiffre d'affaires, on espère faire de l'ordre de 5 millions d'euros l'année prochaine. Ah oui, c'est ça. Donc ça veut dire qu'à un moment, il va falloir monter à 100 tonnes et à 1000 tonnes quand même, si on va au bout de vos ambitions. Absolument, absolument. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment devenir, faire de la filière du végétal française un pôle européen. Et donc on cherche à monter en puissance, on cherche après à ouvrir d'autres lignes de production et progressivement faire de la France un pôle technologique et innovant sur ce secteur. C'est là, Cédric, où le sujet il est politique, parce que comme je le disais tout à l'heure, la bataille de l'industrie, c'est pas la bataille de l'industrie d'hier. Vous êtes persuadé de ça, j'imagine? Absolument, absolument. Nous on se tourne vers cette tendance sur la viande végétale. C'est une tendance qui date d'il y a 8 ans aux États-Unis, qui initialement était toute petite et n'existait pas du tout, et maintenant qui est intégrée au régime alimentaire des Américains. On est aux États-Unis, il y a beaucoup de consommation de ce type de produits. Par exemple, nos concurrents sur place, ils font de l'ordre de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires désormais. C'est adapté, c'est entré dans les mœurs, on peut les retrouver dans quasiment tous les restaurants. Et ça, progressivement, ça arrive en Europe. Et nous, on est convaincus que les gens vont adapter leur régime alimentaire pour se tourner vers ce type de produits qui vont à terme être moins chers que la viande et qui sont plus sains et meilleurs pour l'environnement. Surtout si vous avez des grands chefs pour les cuisiner. Absolument. Donc il y a déjà quelque part... Alors à la carte du restaurant, par exemple, il y a... alors comment ils appellent ça d'ailleurs? Viande de soja, je sais pas comment. Ça s'appelle bento végétal les nouveaux fermiers. Et en fait, dans tous les restaurants qui nous vendent, il y a à chaque fois marqué notre marque, le nom de notre marque. À chaque fois, c'est le steak végétal, c'est les aiguillettes végétales, les nouveaux fermiers. Les nuggets, c'est les nouveaux fermiers. Et là, ça c'est le bento végétal les nouveaux fermiers avec des tomates farcies à la viande végétale, des aiguillettes végétales et des nuggets. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Non, vraiment, je te le dis comme je le pense, j'ai le sentiment d'assister à quelque chose de très très important. Voilà, quand je vois ça. Et je crois que t'en es convaincu aussi. Absolument, hein. Absolument.
Vous êtes combien? 3 cofondateurs? On est 2 cofondateurs. 2 cofondateurs. Absolument. Guillaume et moi. Et on s'est lancé il y a un peu moins de 2 ans. On est une équipe maintenant de 15 personnes. Merci Cédric. Donc, les nouveaux fermiers. Allez voir ça. La viande sans viande. Une révolution. La révolution du mobile aussi. Finalement, elle ne fait que commencer. On va voir ça tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Célébrons l'anniversaire Pandora. Jusqu'au 30 septembre, pour l'achat de 2 charms ou bracelets, Pandora vous offre le 3e. Pandora et vous, 20 ans d'histoire. Offre valable sur le moins cher des 3, voire sélection bijoux, conditions et boutiques participantes sur pandora.net. Gémeaux présente son déstockage d'automne. Ça, c'est vous, quand vous apprenez qu'il y a des réductions jusqu'à moins 70% chez Gémeaux. Et ça, c'est vous, quand vous apprenez que toute la famille peut en profiter. Du 30 septembre au 19 octobre, Gémeaux fait son déstockage d'automne avec des réductions jusqu'à moins 70%. Remise immédiate sur articles signalés, voire conditions en magasin et sur gémeaux.fr. Sud Radio. Dans le Tarn. À Albi, sur 101.2. Nous sommes les parieurs. Notre passion, on la vit ensemble. Match après match, on prévoit, on prédit, on espère, on vibre. Et ce qu'on aime, c'est toucher le pactole. Ce samedi, Parions Sport met en jeu un super pactole Loto-Foot solidaire de 2 millions d'euros. Alors faites votre grille Loto-Foot 15 pour soutenir le sport amateur et contribuer à l'opération Soutiens ton club. Montant à partager au rang 1 Loto-Foot 15. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Je dis oui pour une nouvelle voiture et des offres très performantes. Je dis oui à la reprise et au financement. Je dis oui à 2 Bar Automobile. 2 Bar Automobile, votre distributeur multimarque depuis 1996. Toutes vos agences sur 2barautomobile.com. On ne va pas chez 2 Bar par hasard. 2 Bar Automobile, partenaire du rugby sur Sud Radio. Moi, quand j'entends mes disques siffler, franchement, ça me crispe. Décontractez-vous. Pour vous simplifier l'entretien auto, foncez chez Motrio. En ce moment, Motrio vous offre les plaquettes pour tout disque de frein acheté. Offre valable du 1er septembre au 31 octobre 2020. Prise de rendez-vous et conditions sur motrio.fr. Ticket restaurant, j'imagine? Ah bah oui, vous avez le droit des tickets restaurant. Ok, les RTT forcément. Oui. D'accord, oui. Et le CE? Il est bien le CE? Ah, il est très très bien. Juste une dernière question concernant ce poste à pourvoir. Vous faites bien la fête des entreprises au moins? Ah oui, tous les ans. Bon, je signe où? Et si vous organisiez une belle fête dans votre entreprise le 15 octobre? Plus d'infos sur j'aime-ma-boîte.com. Remplacez votre vieille chaudière par une chaudière à haute performance énergétique grâce au coup de pouce chauffage mis en place par l'État. Si vous êtes aussi éligible à l'aide MaPrimeRénov' de l'Agence nationale de l'habitat, vous pourriez avoir une chaudière neuve installée à partir de 289 €. NJ Home Service s'occupe de tout et avance le montant des aides. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur nj-homeservice.fr ou au 0800 94 66 66. Service gratuit plus prix de l'appel. J'agis avec NJ Home Service. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Airship, vous nous dites quelques mots d'Airship, Patrick, ce que fait Airship? Bien sûr, alors pour résumer Airship, je pense que faut que je montre mon smartphone. Parce que voilà, aujourd'hui c'est la télécommande de notre vie numérique. J'ai envie de dire parfois la télécommande de notre vie tout court. Et c'est devenu un outil qui est incontournable pour les marques, pour entretenir la relation avec leurs clients. Et ça, on l'a compris en fait il y a 10 ans. Et donc j'ai cofondé AxEngage, qui est devenu le plus gros acteur européen de l'engagement client mobile. Et ensuite, on a voulu accélérer, on s'est rapproché d'Airship, qui était le numéro 1 aux États-Unis, et on a formé ainsi le leader mondial de l'engagement client mobile. Et donc, on accompagne les plus grandes marques françaises et internationales, comme Accor, Starbucks, Carrefour, AXA, BNP Paribas, pour les aider à fidéliser leurs propres clients via le mobile. Mais c'est quoi? C'est en termes d'ergonomie de leur site, de leurs offres, de leurs applications, etc. et tout, ou c'est en termes d'engagement que vous pouvez proposer aux consommateurs? C'est les deux. Voilà, en fait, si vous voulez, Airship, on a une plateforme technologique que nous développons qui est gonflée à l'intelligence artificielle et qui va faire deux choses. La première chose, c'est qu'elle va
envoyer les bonnes offres aux bonnes personnes au bon moment, qu'on a vraiment la bonne information par le bon canal de communication mobile. Donc typiquement les push notifications, vous savez, les messages qui sont envoyés par les applications sur votre smartphone, mais ça peut être également des notifications web, de l'email, du SMS, aussi des cartes de fidélité ou des coupons mobiles. On accélère pour parler de votre étude. Et la deuxième chose, c'est en effet le fait d'améliorer l'expérience client au sein des applications pour rendre la navigation plus fluide, plus efficace. Et quand vous faites ça bien, vous développez la fidélité et vous augmentez le chiffre d'affaires. Ce que vous avez constaté, donc vous avez évidemment, et je comprends mieux pourquoi maintenant, fait une étude sur l'usage du smartphone. Alors pendant le confinement et en sortie de confinement. Exactement. Et c'est comme ça que j'ai titré notre entretien, nouveau territoire pour le mobile. C'est-à-dire, on pensait qu'il contrôlait déjà tout. Ouais. En fait, on n'avait rien vu. Il contrôle encore plus. C'est ça le sujet. C'est exactement ça. En fait, ce qui nous intéressait, c'est de voir spécifiquement le mobile. On sait qu'il y a eu une explosion des usages sur Internet, mais on voulait voir l'usage spécifiquement du mobile. Et on a constaté plusieurs choses. Premièrement, il y a eu un raz-de-marée des usages. Il y a près d'un Français sur deux qui a adopté un nouvel usage sur smartphone et pas, on va dire, juste consulter l'actualité, ça c'est déjà fait, mais c'est des choses comme par exemple les usages professionnels. Alors, on s'arrête une seconde là-dessus, très important, la communication. La communication d'entreprise maintenant passe par le mobile et restera dans le mobile, c'est votre conviction? Ah oui, complètement, oui. Alors on le voit à travers par exemple l'essor qu'il y a eu de l'utilisation des applications de messagerie professionnelle. On a près de l'usage a été quasiment triplé pendant le confinement. C'était déjà bien présent, mais ça a été complètement démocratisé en France. On voit aussi les visioconférences. Bien sûr, on l'a tous fait par ordinateur, mais sur mobile, on a vu une accélération, on a eu un taux qui a été multiplié par 7. Et donc aujourd'hui, il y a plus d'un quart de la population française totale qui a utilisé son smartphone pour faire des visioconférences à titre professionnel. Impact sur la com interne des boîtes, j'insiste là-dessus, c'est très important parce que y compris le CEO d'une grande boîte qui s'est exprimé directement sans passer par la cascade managériale à travers le mobile de l'ensemble de ses salariés. Faut pas qu'il pense qu'il va pouvoir y renoncer, c'est-à-dire que c'est là pour rester. Voilà. Ce qu'on a justement étudié, c'était quels étaient les usages qui ont été adoptés, mais également quels sont ceux qui vont perdurer et ceux qui risquent d'être abandonnés, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est de savoir quels sont ces usages qui vont s'inscrire dans la durée. Par exemple. Alors typiquement la visioconférence, il y a une grosse partie des gens qui vont bien sûr continuer, mais une partie qui également va l'abandonner parce que ça ne correspond pas à leur manière de travailler hors, on va dire, confinement. Moi ce qui m'intéresse, c'est à une époque on appelait ça le M-commerce. Oui. Vous étiez même pas né, mais le commerce sur mobile. Oui, tout à fait. Pour le coup, là il s'est passé quelque chose. Il y a eu un boom. Voilà, il y a un avant, un après. Oui, tout à fait. Alors il y avait déjà quand même une bonne partie des Français, à peu près 20% de la population française qui déjà consommait, qui faisait des achats sur mobile, mais ce chiffre a doublé tout simplement avec le confinement. Et on regarde aussi... Et ça va changer ça ou pas? Non, ça c'est vraiment là pour durer, tout à fait. Donc, j'insiste, entre ceux qui ont le bon moyen de vendre à travers le canal du mobile qui n'est pas le canal internet classique branché sur mobile. Enfin voilà, il va y avoir une vraie différence. Il y a des enjeux économiques qui sont fondamentaux. Toutes les entreprises ont compris avec la crise qu'il fallait absolument accélérer leur transformation digitale. Mais le téléphone, c'est l'outil digital par excellence. Donc si vous n'accélérez pas votre entreprise sur l'activité mobile, sur le mobile, vous manquez en fait votre accélération digitale. Tout à fait. Gestion de l'argent. J'ai vu ça aussi dans votre étude. Tout à fait. Alors là, c'est assez intéressant. En fait, on a toujours, vous savez, une marque de défiance par rapport à la gestion de son argent online. Et en fait, on voit que le confinement et même l'après-confinement a permis de complètement développer ces usages. Alors ça peut être des usages qui étaient plutôt embryonnaires, comme la souscription d'un produit bancaire ou d'assurance. Ça a fait x4 pendant le confinement. Mais c'est aussi des usages lourds. Patrick, c'est quand même sidérant. Parce que c'était vraiment le moment où on était tranquille chez soi et pour cause, et on pouvait pour le coup, mais ça veut dire que l'ordinateur servait à autre chose et donc on était obligé d'utiliser le mobile. Enfin, comment est-ce que vous expliquez que... Foyer de 4 personnes.
tout le monde n'a pas forcément 4 ordinateurs. Et tout à fait. Et donc, vous êtes dans votre canapé, vous avez envie de regarder quelque chose, vous pensez à quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a de plus proche? C'est votre téléphone. Il y a une distanciation sociale, mais on s'est vraiment rapproché encore de notre téléphone mobile. Donc, je vous ai coupé la parole sur souscription de produits bancaires et vous alliez... Par exemple, le paiement sans contact. On avait beaucoup de Français qui utilisaient le paiement sans contact avec leur carte bancaire. Mais là, ce qui a changé, c'est le paiement sans contact directement sur le téléphone mobile. Ça, c'était à peu près 11% de la population française qui le faisait. Ça a été multiplié par 3. Donc et ça, c'est quelque chose qui ne reviendra pas en arrière. Il y a vraiment eu un usage et ça a été un plébiscite pour les paiements sans contact sur mobile, mais également les virements d'argent sur mobile. Donc tout ça, en fait, a permis en fait aux consommateurs français de découvrir l'aspect pratique du smartphone. Vous avez, alors pour le coup, c'est 1,5 million de personnes en France qui se sont mis aussi à jouer en bourse, parce que je pense vraiment que c'était jouer en bourse à travers des applications. Alors je ne sais pas si Robinhood est vraiment connu en France, mais aux États-Unis ça a vraiment explosé. Mais eToro en France, 1,5 million de particuliers sur eToro. Ah, c'est un client à vous? Tout à fait, oui. Et on a 1 million, je savais même pas qu'il y avait 1,5 million d'actionnaires individuels. Non mais sérieusement, Patrick, 1,5 million d'actionnaires individuels en France. C'est sûr que la crise a montré en fait énormément de choses, de tendances qui étaient déjà là, mais qui ont eu besoin de cette étincelle et qui ont du coup pris. Et c'est un raz-de-marée en fait des usages mobiles. C'est un raz-de-marée des usages mobiles. Quelles conséquences on en tire? Enfin, l'ensemble de ceux. Nous, on parle à des gens qui sont dans le business. Quelles conséquences ils doivent tirer de tout ça? Je disais qu'il y a des gros enjeux économiques, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas bien présent sur le mobile, si vous n'avez pas compris l'intérêt du mobile, il faut vraiment vous y mettre parce que sinon vous allez être complètement distancé par vos concurrents. Mais là où c'est intéressant également, c'est que on a vu qu'il y avait beaucoup d'usages qui ont développé, il y avait un afflux de nouveaux consommateurs colossal, mais il y a quand même une partie importante qui n'envisage pas de continuer. Et donc, savoir fidéliser ses clients, c'est fondamental. Parce que gagner un client, c'est bien, mais le garder, c'est encore mieux. Et c'est là où tous les enjeux d'expérience client, bien communiquer, proposer la meilleure navigation, les meilleures offres auprès de ces consommateurs, c'est là que vous allez vraiment gagner de l'argent et de la satisfaction client. Vous savez, dans mon métier, moi j'ai toujours pensé que parler aux gens dans leur voiture, notamment quand ils vont au travail, c'était sans doute le lien le plus fort qu'on puisse faire. Et je pense que pour une marque, adresser son client à travers le mobile, c'est aussi sans doute le lien le plus fort qu'elle puisse faire aujourd'hui. Les temps de transport, par exemple, c'est des moments où vous n'avez pas grand-chose à faire. Et puis il y a une intimité, il y a une intimité forte. En fait, c'est tactile le téléphone. On le tient, on a une utilisation vraiment physique du téléphone, et donc il y a un lien qui se crée affectif avec les marques qui doivent proposer quand même la bonne expérience. Si, bien sûr, vous ne répondez pas aux attentes des consommateurs, là, en fait, ils ont beaucoup de pouvoir, ils peuvent vous mettre en concurrence, et donc c'est un jeu à double tranchant. Patrick Mareuil, donc j'ai un doute, sur la gouvernance. Parce que j'allais dire patron d'Airship, mais non, visiblement c'est très très gros maintenant. Voilà. Non, j'étais le cofondateur et CEO d'Axengage et aujourd'hui directeur général Europe d'Airship. Merci Patrick. Donc Patrick Mareuil, le directeur général d'Airship pour la France, et nous les amis, on se retrouve demain sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.